aujourd'hui d'un exemple d'étude de renforcement de murs terre armée par clouage. C'est un petit peu différent du sujet qui était proposé initialement, mais c'est surtout pour montrer comment on peut procéder. La présentation comprendra deux parties, donc de brefs rappels, le contexte, la technique de renforcement par clouage, et puis un focus sur un exemple d'étude de réparation. Donc avant toute chose, il faut prendre la décision de réparer, hein, comme vient de le dire Chloé Stout. Donc on a différents éléments, des résultats d'inspection dans le cadre d'un suivi IQOA des ouvrages quand il y en a. Ça peut être des éléments du pré-diagnostic dont on a parlé, donc l'étude dossier d'ouvrage, diverses investigations, des recalculs aussi, et la note finale qui peut être révisée éventuellement après un diagnostic, des familles d'ouvrages identifiés à risque et cloués de manière préventive ou réparés de manière préventive, tout autre signalement aussi dans le cadre d'une gestion d'ouvrage patrimoniale. Et puis ensuite, on procède classiquement, ben ça c'est un peu la nomenclature des services déconcentrés, hein, donc avec un avant-projet de réparation d'ouvrage et un projet de réparation d'ouvrage. Et donc en général, c'est à ce stade-là que se placent des études géotechniques spécifiques. Donc ça peut être des études de diagnostic dans un premier temps, et si ce sont des études de réparation en employant tout autre moyen, ça devient des études de conception, donc des études de G2, selon la nomenclature de la norme 94-500 des missions d'ingénierie géotechnique, et c'est la dernière édition de 2013. En général, la technique la plus couramment utilisée, c'est le clouage. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres possibilités. Donc des butées, des ouvrages de soutènement à l'aval d'un remblai renforcé et les voiles parois ancrées. Donc la présentation que je vais vous faire va surtout s'intéresser à la technique de réparation par clouage. Dans la technique de renforcement par clouage, j'ai essentiellement souligné deux choses, hein. C'est qu'il faut réfléchir à la faisabilité dans un premier temps, et donc la faisabilité, elle est aussi conditionnée par le type de clou qu'on va mettre en œuvre. Donc si l'environnement est très corrosif, on va avoir recours à des clous avec une protection spéciale, soit galvanisée, soit une protection de type P2. Si l'environnement le permet, on peut aussi recourir à une mise en place par de l'autoforage. Ensuite, réfléchir aux moyens d'accrochage des armatures de renforcement aux parements en présence. Donc, ça peut être des plaques, ça peut être aussi classiquement ce qu'on appelle la croix de Saint-André, qui a la possibilité de déporter l'appui en dehors pour ne pas fragiliser les écailles, et pour aussi recourir dans certains cas à un voile en béton projeté, donc plus proche de la technologie des parois clouées. Les points de vigilance, hein, dans les études de conception, le calpinage des clous en réparation par rapport aux écailles, enfin aux armatures qui sont en place, pardon, le système de collecte des eaux qui devra éventuellement être réparé ou renforcé, les accès, les réseaux qui peuvent conditionner notamment les conditions de réparation en partie supérieure des murs, des essais de clous auxquels il faudra penser, et surtout un carottage préalable des écailles. Maintenant, je vais vous présenter une étude de réparation. C'est une étude, hein. Les ouvrages concernés, c'est des murs en terre armée qui datent de 1976, apparemment en écaille béton cruciforme, tout à fait classique terre armée. Le mur 1 fait 135 mètres linéaires, sa hauteur vue est de 9 à 10 mètres. Le mur 2 fait 13,50 mètres, sa hauteur vue est de 7 mètres. Ce sont des remblais en terre armée pour un accès à un viaduc. Ils sont disposés sur un remblai routier en surélévation par rapport au terrain naturel de part et d'autre, qui est plus bas, et la zone ici aval et la zone amont sont inondables. Donc dans le constat qui est fait, il y a un déversement vers l'aval généralisé de ces murs, avec par profil des déformations plus importantes, hein, donc de l'ordre de 13 à 33 mm par mètre. Il y a des décrochements entre écailles, maximum 15 mm. Il y a eu des inspections successives qui ont révélé de l'attaque par corrosion localement plus importante.
hein, par exemple jusqu'à 1,2 mm de corrosion enregistrée sur certaines lanières en partie supérieure. Du point de vue du positionnement de ces murs, on a ici donc la voie circulée. Le mur numéro 1 est directement attenant à l'acculé de l'ouvrage et ici le mur numéro 2, pardon, et le mur numéro 1 ici soutient un ancien parking dont l'accès a été condamné en raison des conditions de sécurité, notamment pour sa sortie en rampe montante et quasiment sur l'ouvrage. Donc, pour l'analyse et l'étude de renforcement, bien sûr, l'analyse des archives, dont des archives géotechniques, le dossier d'ouvrage et les rapports d'inspection, bien sûr, une visite initiale du site. Donc, on fait une synthèse de ces reconnaissances, on voit ce qui manque, on fait une étude avec la base d'une reconnaissance complémentaire, voilà. L'étude géotechnique, elle est en accord avec le niveau des études, donc avant projet de réparation d'ouvrage d'art, donc une étude G2AVP. Et ensuite, on fait donc à partir des reconnaissances un modèle de terrain, puis un modèle géotechnique, et les calculs sont réalisés en méthode de Bishop, rupture circulaire en 2D, des calculs tout à fait classiques. Dans les hypothèses fortes, les écailles supérieures ne sont pas clouées en raison de la présence de réseau. Pour ce qui est du calage des modèles, on procède par un calage de stabilité initiale. Donc le modèle met en évidence les remblais terre armée reposant sur un remblai routier en surrection, des alluvions dont la partie supérieure est dans la zone de battement de la nappe et sont plus lâches que les alluvions sous-jacents, recouvrant un substratum constitué par des arkoses, qui sont des roches détritiques, et dont la partie supérieure est intégrée en argile. Et donc, c'est cette couche qui pilote la stabilité générale. Donc, on fait le calage des paramètres CFI sur ce modèle en complément des corrélations obtenues avec le pressiomètre. Les hypothèses, donc une classe de conséquence 3, une catégorie géotechnique 3, une durée d'utilisation de 100 ans. Hypothèse sur le remblai terre armée, un QS 250 kPa pour les clous, hein, et sur le remblai routier 120. Voilà. En corrosion, 8 mm sur le diamètre, par rapport à l'agressivité du milieu. Une limite élastique 405, bon, et puis un forage classique, hein, donc des armatures en 40 mm, ce qui fait du 32 mm actif après corrosion. La limitation classique sur la zone d'influence en 3H, un cercle de rupture qui sont donc limités à un intervalle égal à 3 fois la hauteur du mur en amont, 3 fois la hauteur du mur en aval. Prise en compte du séisme, les coefficients partiels, ce sont ceux de la 94-270, avec des QS dits tirés de la BAC, donc un coefficient partiel de 1,6. La seule dérogation qu'on ait faite, c'est qu'on n'a pas pris un coefficient de modèle égal à 1,1, à 1,2, pardon, on prend 1,1. Ceci pour tenir compte de l'influence des armatures de terre armée qui sont dans leur globalité encore en bon état après 35 ans. Et bien entendu, la prise en compte d'une nappe. Donc vous voyez ici les paramètres qui sont retenus in fine. Et les résultats qu'on obtient, donc le dimensionnement, il est surtout piloté par le séisme allégeant avec un coefficient de sécurité proche de 1 pour le mur numéro 1. En résultat, donc on a 5 lignes de clous de 12 mètres pour le mur numéro 1 qui est le plus haut. Il faut prévoir un clouage des écailles du bas qui sont semi-enterrées. Donc, ça va nécessiter piste d'accès, terrassement par plot. Pour le mur numéro 2, des clous de haut en bas de 10, 9 et 8 mètres. Voilà. Pour information, les longueurs des lanières, elles étaient comprises entre 4 et 11 mètres. Donc là, pour le mur numéro 1, on a des clous dont la longueur est 1 mètre plus importante que celle des lanières. Les accès. Eh bien, pour le mur numéro 2, forcément, c'est un accès par le haut, parce qu'il n'y a pas possibilité pour le reste. Pour le mur numéro 1, il y a possibilité de réaliser une piste partiellement par le bas, et il y aura partiellement aussi, compte tenu de la hauteur du mur, une prévision de clouage par le haut. Les plaques, donc, ce sont des plaques cruciformes en fonte, des largeurs compliquées entre 4 et 500 mm. Des épaisseurs entre 16 et 26,
conforme à la norme NFEN 1563, avec une protection en tête des clous, hein, capot injecté, graisse ou cire pétrolière. Bien entendu, on a prévu cette conformité de clous parce que les QS, notamment sur les matériaux de remblai renforcé et les remblais routiers dessous, qui sont les horizons qui vont être touchés par les clous, sont des hypothèses par ABAC. On a considéré aussi des pertes de coulis au-delà de 3 VTH. Voilà. Plus que 4 minutes, merci. OK. La nécessité de réaliser. Alors, ici, on a vu un exemple très classique de réparation par clouage des écailles, mais il y a d'autres possibilités, notamment de réaliser un voile lorsqu'il y a un parement existant à remplacer. Quand on a un état pathologique des écailles avec des fractures et des fissures qui fait douter de l'intégrité du parement, ça permet aussi une meilleure répartition des efforts. Ça nécessaire lorsqu'il y a des chutes d'écailles ou des écailles manquantes, ou dans le cas d'un environnement très agressif. Voilà. Pour le voile en béton projeté, c'est tout à fait classique, hein. Les calculs sont indiqués dans la norme de référence de conception, donc la 94-270, hein, avec le calcul des efforts au clou. Voilà, les vérifications classiques de poinçonnement, la justification du voile béton projeté. Et sur le premier clou, toujours bien faire attention, quel est le dispositif de retenue retenu et des efforts que cela peut développer pour les premières ou secondes lignes de clous. Voilà. Après, pour moi, il y a toujours la question de la suggestion d'accrochage du béton projeté sur le parement en écaille. Est-ce que ça nécessite un piquetage préalable ou pas? Et surtout la question du drainage, parce que si on fait un voile en béton projeté, il faut se poser la question du drainage, puisque les murs terre armée, en général, sont considérés comme transparents de ce point de vue. Je vous remercie de votre attention.